Excusez-moi, on va commencer la présentation. On est un peu pris par le temps. On n'est pas encore tous complètement disponibles, mais on va commencer. D'habitude, on vous demande d'éteindre vos téléphones, mais là, on va vous demander de les prendre. On va, oui, vous demander de les prendre parce qu'on va avoir un WhoopClap à vous présenter, à vous proposer. Voilà, ce sera une session un peu interactive. Cette session sera présentée par le professeur Rémi Coudroy, qui exerce au CHU de Poitiers et qui est chercheur au sein de l'INSERM. Voilà, je vais le laisser se présenter et puis il pourra animer cette session interactive avec vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, je m'appelle Rémi Coudroy, je travaille dans le service de MIR du CHU de Poitiers et on va parler du long processus du sevrage. Et je vais déjà commencer par vous présenter mes liens d'intérêt, parce que je fais de la recherche en ventilation, donc j'ai des liens d'intérêt avec des sociétés qui fabriquent des dispositifs d'oxygénothérapie à haut débit, des ventilateurs et des compagnies pharmaceutiques. Donc je vous laisse libre d'interpréter mes données, mais je vais vous présenter les dernières données de la science. Je voulais commencer par remercier le comité d'organisation du congrès et également Thomas Maldinet, Laurent Fèvre et son équipe qui ont confectionné le questionnaire que je vais vous soumettre. Donc vous pouvez déjà commencer à flasher le QR code si vous avez des difficultés pour flasher ce QR code ou des problèmes. Vous pouvez également aller sur le site whooclap.com et taper le code d'événement CREUF 2025. Donc là, pour l'instant, il y a 64 connectés, 65. Et on va commencer par une première question. Première question, s'il est possible de cliquer sur le petit triangle. Qu'est-ce que vous évoque la notion de sevrage ventilatoire ? Vous pouvez taper les mots que vous voulez. Alors, si vous notez plusieurs mots les uns après les autres, ils vont apparaître de manière décousue. Est-ce que c'est possible, en régie, de cliquer sur le petit nuage qui est à gauche de l'écran? Ouais, super, merci. L'extubation ressort beaucoup. C'est long. La trachéotomie. Beaucoup de mots qui viennent. J'arrive pas à lire. Progressif, quotidien, inconfort, purulent. Ok. Autonomie, amélioration. Ok, bon, ça évoque beaucoup de choses chez vous, cette notion de sevrage ventilatoire. Et quel est le critère le plus important pour vous avant d'envisager un sevrage de la ventilation? Vous pouvez lancer le questionnaire et pareil, cliquez sur le petit nuage, s'il vous plaît. Le réveil, l'autonomie, Glasgow 15. Alors Glasgow 15 avec une sonde d'intubation, c'est pas évident. Respirer seul. La conscience, épreuve de sevrage, respiration spontanée, confort du patient. Ouais, donc en fait, il y a plein d'éléments qui sont les plus importants. Donc c'est peut-être ça qui fait la difficulté du sevrage de la ventilation. Il y a la déglutition, on en parlera sur la présentation d'après. En fait, le sevrage de la ventilation invasive, c'est tout un processus qui va aboutir au retrait de l'assistance respiratoire, ça vous le savez, et on sépare les choses en deux étapes. C'est assez artificiel, parce que souvent ces deux étapes se font en même temps, mais il y a déjà première question, c'est le patient peut-il respirer sans assistance respiratoire? Ça, c'est ce qu'on appelle la sevrabilité du ventilateur. Donc il faut pour ça que le patient se soit amélioré sur le plan clinique. Et également, est-ce que le patient peut respirer sans la sonde d'intubation? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut l'extuber? Il y a des patients qui peuvent très bien respirer sans l'assistance respiratoire, mais qui ont besoin de la sonde d'intubation parce qu'ils sont encore inconscients, ils ne peuvent pas gérer leur voie aérienne supérieure, ils ont des troubles de la déglutition, ils ont une pathologie obstructive au niveau ORL. Et donc, l'objectif du sevrage de la ventilation, ça va être d'arriver à ces deux étapes de sevrabilité et d'extubabilité. Autre question, est-ce que vous avez un protocole de sevrage dans votre service? Ici en régie, vous pouvez appuyer sur
le chiffre bleu à gauche. « 50-50 ». Là, c'est super. Petite majorité de pas de protocole de sevrage ventilatoire, alors que c'est vachement important. Il y a plein d'études qui existent avec des protocoles de sevrage de la ventilation. Je ne vais pas vous présenter l'étude la plus récente, je ne vais pas vous présenter l'étude la plus grande, la mieux faite. Je vais vous présenter une étude française. Pourquoi en France? Parce que c'est une étude française qui a été faite à Brest. Et donc il y a le même ratio infirmière-patient que dans la plupart des services de réanimation en France. Si vous regardez les études qui sont publiées, il faut toujours prendre ça avec précaution parce que dans beaucoup de pays, le ratio patient-infirmier est de 1 pour 1. Donc c'est difficile d'extrapoler des résultats quand il y a une infirmière par patient à nos services où on a une infirmière pour 3 patients, 2 patients et demi, ou 3 patients, parfois 4. Et donc dans cette étude, c'est une étude cas contrôle, c'est-à-dire qu'ils avaient regardé avant et après. Avant, c'était le docteur qui dit on fait une épreuve de sevrage, on va l'extuber. Et puis après, il y a un protocole, il y a une procédure de service où on va évaluer tous les jours est-ce que le patient peut avoir une épreuve de ventilation spontanée. S'il réussit selon des critères bien stricts, on extube le patient, point. De quoi on s'aperçoit? Vous avez ici les durées de ventilation. Et les durées de séjour en réanimation, globalement, quand c'est l'infirmière qui gère le sevrage de la ventilation, le patient est extubé plus vite, il va rester moins longtemps à l'hôpital, en réanimation. Et puis, il n'y a pas plus d'effets indésirables. Il n'y a pas plus de réintubation, il n'y a pas plus de détresse respiratoire post-extubation, il n'y a pas plus de pneumopathie acquise aux ventilations, il n'y a pas plus de mortalité. Donc, c'est un protocole géré par les infirmiers, c'est mieux. Pourquoi? Parce que le docteur il a toujours une bonne raison pour ne pas extuber le patient, pour ne pas faire l'épreuve de sevrage, parce que je ne le sens pas, parce que voilà. Mais des critères subjectifs qui ne reposent sur rien. Alors que quand on fait les choses de manière rigoureuse et objective, ça marche. On extube les patients plus vite et sans plus de complications. Et donc il faut, je pense, convaincre vos médecins qu'il faut faire une procédure de service pour avoir un protocole de sevrage qui est guidé par les infirmières. Autre question, donc là je vais vous demander de mettre les cases dans l'ordre pour la chronologie du sevrage ventilatoire. Alors non, pas la réponse correcte, juste celle du dessus s'il vous plaît, merci. Donc vous pouvez classer épreuve de ventilation spontanée, passage en ventilation spontanée avec aide inspiratoire, diminution ou arrêt des sédatifs, support ventilatoire non invasif, extubation. Je vais laisser encore quelques secondes pour voter, mais on voit qu'il y a une majorité qui se dégage. C'est d'abord diminution ou arrêt des sédations pour la majorité, enfin pour la plupart d'entre vous, en premier. Alors après, il y a passage en VS-aide ou épreuve de ventilation spontanée. Alors, la VS-aide, c'est un mode de ventilation qui est très français. Il y a des pays où on ne fait pas du tout de VS-aide. Épreuve de ventilation spontanée, extubation et puis support ventilatoire non invasif. Ok. Si on essaie de résumer entre l'intubation à gauche et la sortie de réanimation à droite, il va y avoir en 1 le traitement de l'insuffisance respiratoire aiguë. Après, on va penser peut-être que le patient peut être séparable du ventilateur. On va évaluer est-ce que le patient est séparable du ventilateur, faire une épreuve de sevrage puis extuber le patient. Et de manière provocatrice, moi je pense que le sevrage il débute au moment de l'intubation. Une fois qu'on a gonflé le ballonnet, qu'on sait que la sonde d'intubation est bien positionnée, là il faut commencer à se poser la question, c'est caricatural ce que je vous dis, mais il faut se poser la question, ok, quand est-ce qu'on l'extube ? Pourquoi ? Parce que quand on regarde les résultats de l'étude WinSafe, c'est une grande étude internationale qui a colligé, c'est une étude observationnelle où il fallait remplir tous les jours pour tous les patients dans le service les paramètres respiratoires, les sédatifs qu'il avait, l'état de conscience, les paramètres vitaux, est-ce qu'il a eu une épreuve de ventilation spontanée, est-ce qu'il a été extubé, qu'est-ce qu'il reçoit après l'extubation. On peut voir que encadrer les facteurs qui sont associés à un sevrage retardé, à un retard d'épreuve de ventilation spontanée, le seul qui est modifiable, le seul sur lequel on peut agir, c'est le niveau de conscience du patient.
Tous les autres, l'âge, le sexe, les comorbidités, est-ce que c'était une admission médicale, chirurgicale, tout ça on ne peut pas agir. Le seul sur lequel on peut agir, c'est le niveau de conscience. Donc tant que possible, il faut éviter la sédation profonde. Il ne faut pas mettre la même dose de sédatif pour tous les patients, il faut ajuster ces sédatifs en fonction d'un objectif de sédation, d'une profondeur de sédation, en évitant d'avoir des objectifs de sédation profonde. Alors vous allez me dire, ouais, mais dans le SDRA, il faut bien les plomber. Ben non, pas forcément. Donc ça, c'est l'étude Rose, publiée en 2019. 1000 patients, rapport PO2, SDRA, rapport PO2 sur FiO2 à l'inclusion à 99 mm de mercure. Donc très hypoxémique. Okay. Et cette étude comparait des curares à une sédation légère. Et vous avez ici sur l'axe des Y, c'est le pourcentage de patients. On va s'intéresser aux deux courbes du haut. Et les deux courbes du haut, elles sont tellement superposées qu'on ne peut pas les distinguer. C'est la survie en fonction du bras de traitement. Donc on peut faire de la sédation légère dans le centre de détresse respiratoire aiguë. Je ne dis pas que c'est possible chez tous les patients, mais chez certains patients, c'est largement faisable. Donc il faut se sortir l'idée de, voilà, le patient, il est intubé, on lui met propofol, sulfentanyl plein pot, on plombe, RAS-5 et on verra dans 72 heures. Non, il faut essayer d'avoir des objectifs de sédation les plus légers possibles. Là, chez des sédations légères, c'était RAS entre -1 et 0, ou score SAS entre 3 et 4 en fonction de ce que vous utilisez. Donc c'est faisable. Autre question, c'est le patient est-il prêt à être sevré ? Est-ce qu'on peut lui faire une épreuve de ventilation spontanée ? Ça, je vous présente ici les recommandations 2007, près de 20 ans. Il y en a qui vont sortir probablement dans les années, d'ici 1 an ou 2. Et vous voyez tous les critères qui sont listés pour savoir si le patient est prêt à être sevré du ventilateur. C'est irréalisable au quotidien. Ce qu'on a fait dans le service, c'est qu'on a utilisé des critères plus simples, beaucoup plus simples. Fréquence respiratoire inférieure ou égale à 35 cycles par minute. Et le patient déclenche tous les cycles du ventilateur. Un rapport PO2 sur FiO2 qui est supérieur ou égal à 150 mm de mercure, avec une FiO2 qui est au maximum de 40% et une PEP qui est au maximum de 8 cm d'eau. Et puis des vasopresseurs, soit il y en a plus, soit on est en train de baisser très fort les doses, et voilà, il y a des faibles doses de vasopresseurs. Et dans notre service, les infirmières, tous les matins, après la toilette, peu importe le mode de ventilation, elles regardent ces critères. Elles cochent les cases. Si tout le patient a toutes les cases qui sont ouvertes, elle lance une épreuve de ventilation spontanée. C'est aussi simple que ça. Et tous les jours, tous les matins. Pourquoi ? Parce que vous allez voir, si vous essayez juste, si vous prêtez au jeu et que vous tentez de faire ça, vous allez voir qu'il y a pas mal de patients dans votre service où vous seriez dit, bon, non, là, on va pas faire d'épreuve de ventilation spontanée. Puis finalement, il a toutes les cases. Donc, ça vaut peut-être le coup de tenter et de faire une épreuve de ventilation spontanée et voir ce qui se passe. Autre question, comment est-ce que vous définissez un échec d'extubation en termes de délai ? Est-ce que c'est la réintubation ou le décès dans les 24 heures après l'extubation, réintubation ou décès dans les 48 heures après extubation, ou réintubation ou décès dans les 7 jours après extubation ? Donc pour l'instant, une grande majorité d'entre vous, c'est un échec d'extubation, c'est quand on a besoin de réintuber le patient dans les 24 heures. Si on a besoin de le réintuber à J3, c'est pas un échec, pas vraiment un échec. C'est important parce que quand on regarde un peu les données de la littérature, là je vous ai mis un exemple, c'est l'étude coordonnée par Arnaud Thiel de Poitiers, qui est mon patron. 641 patients qui ont été extubés et on comparait 2 stratégies d'oxygénation après extubation. J'ai pris cette étude parce que c'est simple, il y a 100 patients qui sont réintubés quand on regarde à la sortie de réanimation. Et quand on regarde aux différents points, si on regarde à 48 heures, en fait on ne perçoit que 60% des patients réintubés. Si on regarde à 72 heures, on ne voit que 3/4 des patients réintubés. Quand on regarde l'évolution des patients à J7, on a 95%, quasiment la quasi-totalité des patients intubés. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut garder tous les patients en réanimation jusqu'à J7 après extubation, mais c'est juste que quand vous regardez les études qui vous disent « Ah oui, il faut faire ça parce que ça diminue la réintubation à J2 », ok, mais à J7, qu'est-ce qui se passe ? Ou à la sortie de réanimation, qu'est-ce qui se passe ? Il faut attendre. La plupart des patients sont réintubés, vous voyez, 60% des patients sont réintubés dans les 48 heures, mais il y en a 40% qui sont réintubés après. Donc il faut se donner du temps pour savoir si
Si on met en place un protocole de sevrage de la ventilation dans le service, si c'est mieux ou moins bien qu'avant, il faut attendre J7 pour compter tous les patients réintubés. Autre question, quels paramètres vous semblent contre-indiquer l'extubation? Est-ce que la tachypnée ou la polypnée à 30 cycles par minute? Est-ce que vous trouvez qu'un score de RAS à -1, ça contre-indique l'extubation? Rapport PaO2 sur FiO2 à 180 mm de mercure, ça contre-indique l'extubation? L'hypersalivation contre-indique l'extubation? Ou est-ce que l'instabilité hémodynamique non contrôlée contre-indique l'extubation? Je vous laisse encore quelques secondes pour voter. Une grande majorité pour l'instabilité hémodynamique non contrôlée. Je suis d'accord avec vous. Une petite moitié pour une tachypnée ou polypnée à 30 cycles par minute. Mais honnêtement, ça ne me pose aucun souci. RAS-1, pas de problème non plus. Rapport PO2 sur FiO2 à 180 mm de mercure, il faut extuber le patient. Hypersalivation, vous avez déjà essayé de déglutir avec un truc dans la bouche? Pas évident, hein. En fait, le problème, c'est prédire l'échec d'extubation. C'est compliqué. Une étude qui avait été conduite à Créteil, toujours par Anotil, hein, c'est un des leaders de l'extubation ou du sevrage en Europe. Hein. Étude sur environ 200 patients. Les patients avaient réussi une épreuve de ventilation spontanée. Et puis, on demandait au médecin, à l'infirmière, à l'interne, il va être réintubé ou pas? Alors, tout le monde votait. Puis après, on extubait le patient, on regardait ce que ça donne. Donc ça permettait de calculer une sensibilité, une spécificité. La sensibilité, c'est « ouais, il va être réintubé ». Et en effet, le patient est réintubé. Et la spécificité, c'est « ça va passer, il ne va pas être réintubé ». Et en fait, le patient n'est pas réintubé. Et quand vous regardez les résultats, la sensibilité, elle est de 34%. C'est-à-dire que quand vous dites « il va être réintubé », dans 2 fois sur 3, vous vous trompez. On n'arrive pas à identifier les patients qui vont échouer. Donc c'est pour ça qu'il faut une procédure et des critères stricts pour dire « ok, l'épreuve est un succès, on peut extuber, l'épreuve est un échec, il ne faut pas extuber ». L'humain ne sait pas prédire qui va être réintubé, donc il faut des critères objectifs. Les critères objectifs, vous avez ici les critères recommandés, pareil, pas possible, on ne peut pas faire. C'est un truc super compliqué. Ce que je vous propose, c'est ce qu'on fait dans notre service, c'est des critères simples. À l'issue de l'épreuve de ventilation spontanée, si le patient il a plus de 35 de fréquence respiratoire, strictement supérieure, 34, pas de problème, ou si un tirage cisternal, s'il y a une saturation à moins de 90% de SPO2 sous 6 litres d'oxygène ou sous 40% de FiO2, on parlera des différentes épreuves de ventilation spontanée par la suite, on n'extube pas. Si le patient a une tachycardie à plus de 140 par minute, pas juste quelques extrasystoles, mais s'il devient très tachycarde à plus de 140 par minute, on n'extube pas, ça ne va pas bien se passer. S'il devient hypotendu ou très hypertendu avec des signes d'hypoperfusion tissulaire comme des marbrures, on n'extube pas. Et si le patient devient comateux ou est extrêmement agité, c'est qu'il y a un problème sous-jacent, on n'extube pas. Donc c'est des critères simples. Vous voyez, il n'y a pas de gazométrie artérielle. Hein. On ne fait pas des gazométries dans les services systématiquement. Mais juste sur des critères simples, des paramètres vitaux, des trucs que vous surveillez régulièrement, on peut savoir si l'épreuve est un succès ou un échec. Et donc dans les critères dont on parlait, 32 fréquences respiratoires, pas de problème. Rapport PO2 sur FiO2 qui est à 180 mm de mercure, c'est pas un problème. Hein. On dit 90 de saturation, ça équivaut à 60 mm de mercure de PaO2, donc ça fait moins de 150 de rapport PO2 sur FiO2 à l'issue de l'épreuve de sevrage. On n'extube pas. Au-dessus de 150, il n'y a pas de problème, mais 160, c'est au-dessus, hein, donc il n'y a pas de problème. Et bien sûr, l'état de choc non contrôlé, il ne faut pas extuber le patient puisqu'on n'a vraisemblablement pas traité la cause, où il y a une complication qui est en train de survenir et ce n'est pas le moment d'extuber le patient. Il faut d'abord s'attacher à traiter le problème avant d'essayer de le sevrer du ventilateur. Si vous deviez choisir, il vous semble préférable de privilégier pour le patient les risques associés à une réintubation précoce ou alors les risques associés à une ventilation mécanique prolongée.
Alors c'est très intéressant parce que je ne m'attendais pas du tout à ça, mais c'est super. Donc pour une grande majorité d'entre vous, il vaut mieux risquer de réintuber le patient que le laisser un peu plus sous ventilation mécanique. C'est super. En fait, les conséquences de l'échec d'extubation, déjà, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est grave, pas grave ? Dans cette méta-analyse qui date, mais qui avait repris la plupart des grands essais ou des grandes études observationnelles sur le sevrage de la ventilation, je vous ai mis en bleu les taux de réintubation. La réintubation, dans toutes les études, dans tous les services, c'est entre 10 et 20%. Donc entre 10 et 20% des patients que vous allez extuber vont être réintubés. En revanche, quand on regarde la mortalité des patients qu'on réintube, elle est extrêmement élevée. Pour vous donner un ordre d'idée, la mortalité d'un SDRA sévère, c'est 45%. On est chez des patients qu'on a extubés, donc qu'elle est bien, et pourtant, quand on les réintube, ils vont avoir la même mortalité, voire une mortalité plus élevée que dans le syndrome de détresse respiratoire aiguë. Donc, l'échec d'extubation, la réintubation, c'est associé à une très très lourde mortalité. Alors pourquoi est-ce qu'on fait une épreuve de ventilation spontanée ? C'est justement pour identifier ces patients, pour détecter les patients qui vont échouer l'extubation. On cherche à mimer les conditions respiratoires après extubation. Et après, il faut choisir. C'est-à-dire que si on fait une épreuve qui est trop difficile, il y a beaucoup de patients qui vont échouer. Donc ils vont rester ventilés plus longtemps. Et quand on est ventilé, plus on est ventilé, plus on a une augmentation du risque de mortalité. Et si on fait une épreuve de ventilation spontanée qui est trop facile, voire à l'extrême qu'on n'en fait pas, du coup, on va exposer les patients à un risque de réintubation et comme je vous l'ai montré, la réintubation est associée à une mortalité élevée. Alors je m'attendais à la réponse inverse, donc j'avais déjà préparé mon argumentaire. La réintubation, c'est facile à quantifier. On sait, on a tous en tête le patient, on l'a extubé il y a 2 jours, paf, on l'a réintubé. Ok, donc ça, on sait le quantifier, ça se voit. Par contre, si dans votre service, vous dites, à chaque fois qu'on fait une épreuve de ventilation spontanée, toujours le patient réussit. Et des réintubés, on n'en a pas. Probablement, c'est que vous faites les épreuves de ventilation spontanée et que vous extubez les patients trop tardivement. C'est-à-dire qu'il est probable qu'un très grand nombre de patients auraient pu avoir une épreuve de ventilation spontanée ou être extubés plus tôt. Et donc, ça veut dire qu'on va exposer les patients de manière prolongée aux complications de la ventilation mécanique, dont la mort. Et ça, c'est plus difficile à quantifier. Savoir si, le patient, il était un peu réveillé, mais le lendemain, il a eu de la fièvre, et puis après, il a fait la pneumonie, et puis malheureusement, il est décédé. Ça marque pas, ça. Donc c'est pour ça que c'est pas évident de le réaliser, mais en tout cas, vous avez une bonne notion, c'est qu'il vaut mieux essayer d'extuber le patient, plutôt que de dire, on les laisse tous sous ventilation mécanique pendant 1 mois et demi, et puis après, quand ils sont réveillés, qu'ils marchent dans le couloir, on les extube. Non, il faut provoquer l'épreuve de ventilation spontanée, il faut provoquer l'extubation. Maintenant, quelle épreuve de ventilation spontanée faire ? Déjà, est-ce que vous pouvez me dire comment, est-ce que vous pouvez classer les types de ventilation en fonction de la quantité de travail respiratoire croissante ? Alors, je crois que vous avez plus la question en entier sur vos téléphones. Je crois, c'est de celui qui fait le plus d'efforts au moins d'efforts, je ne sais plus. Du moins d'efforts au plus d'efforts. Moins d'efforts pour le patient en premier et plus d'efforts pour le patient à la fin. Bon, vous êtes super fort, hein. Donc, vous dites tous, quand on fait du volume assisté contrôlé ou la ventilation assistée contrôlée, c'est ça qui fait le moins d'efforts pour le patient. Après, c'est plutôt l'aide inspiratoire avec de la PEP, puis l'aide inspiratoire sans PEP, et puis après la pièce en T. En fait, ces travaux ont été résumés dans cette étude. Alors, c'est une méta-analyse de données physiologiques. Je vais essayer de vous expliquer ça simplement. Michael Sklar, il a comparé toutes les études qui essayaient un test, une épreuve de ventilation spontanée, et qui avaient également regardé les efforts respiratoires du patient après extubation. Et donc on va s'intéresser au point et au trait rouge, le work breathing, le travail respiratoire, et en bleu, le PTP, le pressure time product, qui est la dépense d'énergie des muscles respiratoires. Et donc comme tout est comparé à après extubation,
Si, c'est un rapport, hein, donc si les traits croisent le 1, la ligne verticale du 1, bah, c'est qu'il n'y a pas de différence. Si c'est à gauche, en vert, bah, c'est que c'est plus facile. Si c'est en rouge, c'est que c'est plus difficile. Et donc vous voyez, quand on fait une épreuve de ventilation spontanée avec une aide inspiratoire qui est entre 5 et 7 cm d'eau et une PEP qui est entre 0 et 5 cm d'eau, 0 ou 5 cm d'eau, bah, c'est moins de travail respiratoire qu'après extubation. Si on met que de la PEP, de la CPAP, de la pression continue, pression expiratoire positive continue à 5 cm d'eau, bah, c'est plus facile qu'après extubation. Les deux épreuves qui miment exactement le travail respiratoire que va avoir le patient une fois extubé, c'est quand on fait de la CPAP à 0 cm d'eau, ou aide 0, PEP 0, de la VSAID avec aide 0, PEP 0, ou de la pièce en T, où on déconnecte le patient du ventilateur, on lui met un petit peu d'oxygène dans la sonde, donc il n'y a plus du tout d'assistance respiratoire. Donc ça, c'est les effets physiologiques. La physiologie, c'est bien, on se pose des questions, on fait des trucs très précis, mais qu'est-ce qu'il en est ? Avant de voir ce qu'il en est sur le plan clinique, quelle épreuve de sevrage vous faites dans votre centre? Est-ce que vous faites une pièce en T? Est-ce que vous faites une épreuve de sevrage en aide inspiratoire, avec ou sans PEP? Ou alors est-ce que ça dépend de ce que vous dit le médecin? Box impair, on fait de l'aide inspiratoire, box pair, on fait de la pièce en T. Donc une majorité fait un peu des deux, ça dépend. Un tiers fait de l'épreuve en aide inspiratoire et une minorité, 10%, de la pièce en T. Nous, dans mon service, on faisait de la pièce en T parce qu'on voulait faire une épreuve très dure. Une épreuve dure pour que le patient travaille et on voit ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'il en est au niveau des études cliniques? Il y a deux études qui ont comparé une pièce en T, donc une épreuve de sevrage où on demande du travail au patient, travail respiratoire important, à une épreuve plus facile, qu'on fait en aide inspiratoire, aide 8, PEP 0. Pourquoi 8? Parce que c'est d'abord les Espagnols qui ont dit 8, et puis après les Français, on a dit 8 alors. Donc première étude, 1100 patients en Espagne, et vous avez ici, sur l'axe des Y, la probabilité de succès d'extubation en fonction du temps. Et là, ils avaient comparé, alors c'est pas évident, parce qu'ils avaient comparé une épreuve très facile, aide inspiratoire 30 minutes, à une épreuve très difficile, pièce en T 2 heures. Bon, voilà, on compare à la fois deux durées différentes, deux types d'épreuves différentes. Ce qu'il en ressort, et c'est le petit carré rouge qui va apparaître, c'est ce qui se passe après la première épreuve de sevrage. Vous voyez qu'après la première épreuve de sevrage, quand on est en VSAID, il y a 93% des patients qui vont réussir à être extubés. Quand on est en pièce en T, il y a 84% des patients qui vont réussir et être extubés. Je fais juste la remarque sur les 93%, 7% d'échecs, c'est probablement que les patients sont extubés beaucoup trop tard. Probablement que la veille, la plupart avaient déjà les critères de ventilation spontanée. En tout cas, quand on regarde ce qui s'est passé en France, étude française, donc 983 patients, étude multicentrique, l'étude TIPEX, Arnaud-Thiel, publiée en 2022. Vous avez ici les différents types de sevrage. On classifie le sevrage en sevrage simple si le patient est extubé dans les 24 heures après la première épreuve de ventilation spontanée. Sevrage difficile s'il est extubé entre 24 heures et J7 et sevrage prolongé au-delà de J7. Et ce qu'on voit, c'est que quand on fait de l'épreuve de sevrage en ventilation spontanée avec aide inspiratoire, il y a 79% des patients qui sont extubés après la première épreuve de ventilation spontanée. Donc il y a plus de sevrage simple. Là, on est plutôt sur des chiffres de vraie vie. En France, c'est une étude française. 21% des patients qui échouent l'épreuve de ventilation spontanée, probablement que c'est des chiffres qu'il faut avoir en tête parce que c'est probablement ce qu'il faut avoir, c'est-à-dire pas tous les patients qui réussissent. Donc, quel que soit le contexte, et dans l'étude française, les deux épreuves duraient 1 heure, le sevrage est plus rapide quand on fait une épreuve de sevrage en aide inspiratoire. Mais je vous l'ai dit, c'est pas parce qu'on fait un truc plus rapide, il faut regarder après ce qui se passe après. Parce qu'on peut extuber tout le monde, et si on réintube la moitié des patients dans les 7 jours, ça rime à rien. Quand on regarde les taux de réintubation, donc à gauche, les Espagnols, en VSAID, c'était 11% de réintubation versus 12%, donc pas de différence. Et en France, c'est 15% de réintubation versus 14%, donc pas de différence. Donc, quand on fait une épreuve de ventilation spontanée avec aide 8, PEP 0, on extube plus vite les patients et on les réintube pas plus. Je vous disais que dans mon service, on faisait
de la pièce santé parce qu'on voulait faire une vraie preuve de sevrage, on ne voulait pas que les patients soient réintubés derrière. Depuis ces 2 études, on fait de l'épreuve de ventilation spontanée ED8 PEP0 pour tous les patients. Autre question, c'est est-ce que vous pouvez citer des facteurs liés au terrain de réintubation, facteurs de risque de réintubation. Donc là, vous pouvez écrire tous les mots que vous voulez. Détresse respiratoire, agitation, prise de poids, encombrement, sepsis, œdème laryngé. Alors ça, malheureusement, l'œdème laryngé, on le sait qu'après. BPCO, il y a un petit BPCO qui traîne. Obèse. Ok. Il y a beaucoup de critères. Il y a beaucoup de critères, donc c'est pour ça que c'est très compliqué. On avait, dans un bouquin avec Taïfam et Martin Dress, on avait listé tous les facteurs publiés dans la littérature. Donc globalement, si vous prenez ce tableau à gauche, là, tous les patients ont un risque élevé de réintubation. Tous les patients, ils sont soit vieux, soit gros, soit pathologie cardiaque, intubés pour la détresse respiratoire. C'est compliqué. Il y a aussi les scores de sévérité, donc il faut aller prendre sa calculatrice pour calculer le score IGS-2 au moment de l'extubation ou le score Apache, c'est des trucs super compliqués. Je vous propose des critères de Thiel en photo, c'est pour 3 raisons, parce que la première, je vous l'ai dit, c'est mon patron, donc c'est déjà une bonne raison. La deuxième, c'est parce que c'est des critères qui sont très simples, c'est-à-dire si vous avez un critère parmi âge supérieur ou égal à 65 ans, antécédent cardiaque, ou antécédent respiratoire, vous pouvez dire, si le patient n'a aucun de ces critères, son risque de réintubation est inférieur à 15%. S'il a au moins un critère, ou 2 ou 3, son risque de réintubation sera supérieur à 15%. Alors l'obésité, c'était parmi les réponses. On entend souvent ça, les obèses, ils ont plus de risque d'échec d'extubation. L'équipe d'Armand Maconso de SAP à Créteil avait fait une méta-analyse pour regarder tous les facteurs associés à la réintubation. L'indice de masse corporelle n'y est pas, l'obésité n'y est pas, ça ne ressort pas. Donc parce qu'on ajuste, souvent les obèses, ils sont vieux, ils ont des pathologies cardiaques, des pathologies respiratoires. Mais si on ajuste à toutes les autres pathologies que peut avoir un sujet obèse, c'est pas l'obésité qui pèse le plus lourd, c'est les comorbidités, les autres comorbidités. Donc l'obésité à elle seule n'est pas un facteur de risque d'échec d'extubation. Est-ce qu'un relais par support ventilatoire non invasif, de type oxygénothérapie conventionnelle, oxygénothérapie nasale à haut débit, ventilation non invasive, pour vous c'est quelque chose qui est indispensable en post-extubation ou pas? Ou qui est systématique? Je crois que c'est ça la question. Moite-moite. Ok. Très intéressant. Parfait. Alors c'est égalité parfaite. Bon. Alors qu'est-ce qu'il en est quand on regarde les études physiologiques après extubation? Donc il y a cette étude qui a été faite en Amérique du Sud qui a comparé les efforts respiratoires chez les patients qui étaient sous oxygène et sous oxygénothérapie nasale à haut débit. Et sous oxygénothérapie nasale à haut débit, on diminue l'effort respiratoire du patient. Ça peut être un truc intéressant en post-extubation. Quand on regarde l'oxygénation avec le rapport PO2 sur FiO2, l'oxygénation est meilleure sous oxygénothérapie nasale à haut débit que sous oxygène. Donc ça aussi c'est peut-être un truc qui peut être intéressant. Et quand on regarde le volume courant, il n'y a pas de différence en termes de volume courant. On ne fait pas des volumes plus grands ou plus bas quand on a de l'oxygénothérapie à haut débit que de l'oxygénothérapie conventionnelle. Quand on compare maintenant la ventilation non invasive à l'oxygénothérapie nasale à haut débit, à l'oxygène, ça c'est une étude qui a été conduite dans le service sur 20 patients en post-extubation. Quand on regarde les efforts respiratoires, ils vont être plus bas sous ventilation non invasive. Donc la ventilation non invasive va diminuer les efforts respiratoires par rapport à l'oxygénothérapie à haut débit et à l'oxygénothérapie conventionnelle. Et donc ça peut être intéressant. Et elle va également augmenter le volume courant par rapport à l'oxygénothérapie à haut débit.
Et ça peut être peut-être aussi intéressant chez nos patients qui sont très neuromyopathes, qui ont une durée de ventilation qui est très prolongée, ou qui ont peut-être un peu d'œdème aigu pulmonaire. Voilà, ils sont encore à plus 4 kg par rapport à leur poids d'entrée, alors qu'ils sont rentrés il y a 15 jours et qu'ils ont perdu beaucoup de muscles. Un bilan entrée-sortie, une rétention hydrosodée qui est importante. Après, il faut voir si ça se traduit par des différences cliniques. Deux questions qui vont s'enchaîner, c'est dans quelles circonstances doit faire discuter la mise en place d'oxygénothérapie nasale à haut débit. Donc vous avez 5 propositions. Post-opératoire de chirurgie cardiothoracique, patient hypoxémique hospitalisé en réanimation, patient hypercapnique, détresse respiratoire post-extubation, antécédent de BPCO connu ou de cardiopathie sous-jacente. Donc ce qui ressort en premier, c'est les patients hypoxémiques. En 2, la détresse respiratoire post-extubation. À égalité ou presque le post-op des chirurgies cardiothoraciques, patient BPCO ou avec une cardiopathie sous-jacente. Et puis enfin les patients hypercapniques. Ok. Très intéressant, on va discuter de ça juste après, mais juste après cette question, même question, mais pour la VNI. Est-ce que pour vous, voilà, il faut mettre de la VNI en post-op de chir cardioto chez les patients hypoxémiques, chez les patients hypercapniques, chez les patients en détresse respiratoire post-extubation, chez les patients qui ont un antécédent de BPCO ou de cardiopathie sous-jacente. Une immense majorité pour les patients hypercapniques, antécédents de BPCO ou de cardiopathie sous-jacente, la détresse respiratoire pour 60% d'entre vous, et les hypoxémiques et post-op de chir cardioto, moins. Minoritaire. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme données chez les patients Donc je vous ai dit, je pense que c'est important de stratifier les patients en fonction de leur risque. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez extuber le patient, vous dites, j'ai 65 ans, plus moins, antécédent cardiaque, antécédent respiratoire, en fonction de ça, je vais déterminer ce que je vais faire derrière. C'est la raison pour laquelle les études qui vont se focaliser sur les patients à faible risque, donc il y a plein de possibilités de faire des critères de haut risque, bas risque, avec des scores, des trucs à calculer compliqués. Là, c'est des Espagnols, études espagnoles de plus de 500 patients à faible risque avec leurs critères, mais ça reste des patients à faible risque. Vous voyez ici le taux de réintubation quand on fait de l'oxygénothérapie conventionnelle en orange, 12%, et l'oxygénothérapie à haut débit, 5%. Donc on réintube moins les patients quand on fait de l'oxygénothérapie, les patients à faible risque de réintubation quand on fait de l'oxygénothérapie nasale à haut débit. À noter que la VNI de sauvetage, c'était pas encouragé, très clairement, dans cette étude. Autre étude, à peu près pareil, 500 patients multicentriques, là c'était dans toute l'Europe. Patients à faible risque, oxygénothérapie à haut débit versus oxygène, réintubation, pas de différence. Ouais, mais le problème c'est que dans cette étude, la VNI de sauvetage a été autorisée. Et quand on regarde le recours à la VNI, quand on fait de l'oxygénothérapie à haut débit, on a moins recours à la VNI de sauvetage que quand on fait de l'oxygénothérapie conventionnelle, c'est les Italiens, donc c'est le Venturi masque, le masque Venturi. Donc, pour les patients qui ont un faible risque de réintubation, il faut faire de l'oxygénothérapie à haut débit préventive. Maintenant, si on regarde les patients à haut risque de réintubation, plus de 65 ans, ou antécédent cardiaque, ou antécédent respiratoire, Glenn Hernandez, nouvelle étude, patient au risque de réintubation, VNI versus oxygénothérapie à haut débit, pourcentage de réintubation sur l'axe Y en fonction du temps. Vous voyez qu'il n'y a pas de différence significative, mais il y a un truc bizarre, c'est que les courbes, elles se séparent au bout d'un moment. C'est bizarre. En fait, elles se séparent parce que les traitements étaient arrêtés au bout de 24 heures. Donc quand on arrête les traitements au bout de 24 heures, on va avoir les courbes qui vont se séparer petit à petit. Probablement les Espagnols regardent la réintubation à J3, pas à J7. Et peut-être que si on était à la J7, il y aurait eu une différence significative. Et donc c'est pour ça qu'il y a l'étude IWIN qui a été faite, étude française, Arnaud-Thiel, 650 patients, ventilation non invasive avec de l'oxygénothérapie à haut débit entre les séances de VNI versus oxygénothérapie à haut débit. Et il y a moins de réintubation chez les patients à haut risque
quand on fait de la ventilation non invasive que quand on fait de l'oxygénothérapie à haut débit. À noter que la VNI était poursuivie pendant 48 heures et elle était réalisée au moins 12 heures par jour. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait 4 heures de VNI en première session, on extube le patient, il peut nous dire un petit mot, on lui met un masque de VNI, on fait de la VNI pendant 4 heures, et puis après on alterne toutes les 2 heures d'oxygénothérapie au débit, 2 heures de VNI. Et si la nuit le patient peut dormir avec le masque de VNI, on le laisse dormir avec le masque, on ne va pas le réveiller pour l'enlever, on le laisse dormir avec le masque de VNI, et ça permet de diminuer le risque de réintubation. Autre étude espagnole, les patients à très haut risque de réintubation, pareil, la VNI, donc là c'est la probabilité d'être libre de réintubation, c'est compliqué. En tout cas, 23% de réintubation quand on fait de la VNI, 39% quand on fait de l'oxygénothérapie à haut débit. Et là, eux aussi faisaient de la VNI pendant 48 heures, eux faisaient par contre de la VNI continue. On fait juste une pause pour qu'ils puissent boire un petit coup, se rincer le visage, et après on remet la VNI. Rapidement les données chez les patients obèses. Vous avez ici un résumé des 3 essais qui ont testé la VNI et l'oxygénothérapie. On va voir 2 types d'oxygénothérapie différentes chez les patients obèses. Soit versus de l'oxygénothérapie à haut débit dans l'étude d'Arnaud-Thiel, soit de l'oxygénothérapie à haut débit ou de l'oxygénothérapie conventionnelle dans l'étude d'Audrey de Jong, et de l'oxygénothérapie à haut débit dans nouvelle étude d'Hernandez. Et vous voyez ici les taux de réintubation qui sont affichés. Les patients n'avaient pas tous le même risque de réintubation. En fait, quand on regarde le risque de réintubation, on prend l'étude de Thiel, c'était que des patients au risque, la VNI ça marche, patients obèses. L'étude de Jong, patients à faible risque, les patients obèses, VNI ça marche pas. Et risque intermédiaire, l'étude d'Hernandez, ça marche. Donc tout ça pour vous dire, autre différence, que les durées de VNI n'étaient pas les mêmes. Étude française Thiel, 13 heures de VNI à J1, étude française de Jong, 5 heures de VNI à J1, étude espagnole, c'est pas 24, c'est 22 heures de VNI à J1 sur 24. Tout ça pour vous dire, et j'espère que je vous aurai convaincu, que pour les patients qui ont un haut risque de réintubation, H supérieur à 65 ans, antécédent cardiaque, antécédent respiratoire, un des 3 est suffisant. La ventilation non invasive préventive, nous ce qu'on fait c'est 2 heures toutes les 4 heures, plus toute la nuit pendant 48 heures, ça permet de diminuer le risque de réintubation. Petit aparté, pour le traitement de la détresse respiratoire post-extubation, si le patient a des signes cliniques de détresse respiratoire, il y a 2 études qui ont été publiées. La première comparait VNI à oxygène. Regardez les taux de réintubation, 70% de réintubation. C'est super grave quand le patient a des signes cliniques de détresse respiratoire, une tachypnée après extubation, plus de 25 de fréquence respiratoire, le risque de réintubation est extrêmement élevé. Pas de bénéfice dans cette étude à faire de la VNI. Dans l'autre étude d'Esteban, publié, ces 2 études, 2 vieilles études, mais qui ont mis un coup d'arrêt à la ventilation non invasive pour traiter la détresse respiratoire post-extubation. Dans cette 2e étude, il n'y avait pas de différence en termes d'intubation. En revanche, il y avait une mortalité plus élevée chez les patients qui étaient réintubés après échec de VNI, probablement parce que la VNI avait retardé la survenue des critères d'intubation et avait retardé l'intubation. C'est une hypothèse, mais en tout cas, depuis cette étude, il ne faut pas faire de ventilation non invasive dans la détresse respiratoire aiguë post-extubation. Et si on peut terminer peut-être par une dernière question sur le test de fuite. Est-ce que le test de fuite vous faites chez tout le monde ou que chez les patients à risque ? Si on peut cliquer sur les réponses, s'il vous plaît. Pour tous les patients en réanimation, pour la plupart d'entre vous, ce qui est recommandé, c'est s'il y a un risque de stridor post-extubation. C'est-à-dire intubation traumatique. Ah zut, j'ai pas mis la référence. C'est la recommandation américaine 2017. S'il y a une intubation qui est traumatique, intubation plus de 6 jours, une sonde de grand diamètre, notamment chez les personnes qui ont des petites trachées, c'est-à-dire de petite taille, ou les femmes, ou si le patient a été réintubé après une auto-extubation, le ballon a été dégonflé, ça a probablement créé des lésions au niveau laryngé. La référence est apparue. S'il n'y a pas de fuite, le test de fuite, c'est un test super nul. C'est-à-dire qu'à la fois la sensibilité et la spécificité sont très mauvaises. C'est-à-dire qu'on va rater à peu près autant de patients. Soit on va extuber des patients qui vont faire un stridor post-extubation, soit on va retarder l'extubation chez des gens qui n'auraient pas fait de stridor post-extubation. En tout cas, s'il n'y a pas de fuite, ce qui est recommandé, c'est de faire une corticothérapie au moins 4 heures avant l'extubation. One shot, au moins 4 heures avant l'extubation. Et j'en aurais terminé là, je vais vous proposer
au vu de tout ce qu'on a vu, une proposition de prise en charge des patients pour le sevrage de la ventilation. Premièrement, c'est limiter les sédatifs dès l'intubation, avec plutôt un objectif de score de sédation plutôt qu'une dose fixe de sédatifs, et que ça soit un protocole infirmier. C'est vous qui êtes au lit du malade, c'est vous qui voyez les patients, c'est vous qui connaissez le mieux les patients. Recherchez les critères de sevrabilité tous les jours. Simple, fréquence respiratoire inférieure à 35, tous les cycles sont déclenchés, rapport PF qui est supérieur ou égal à 150 avec une FiO2 à moins de 40% au max et une PEP à 8 au max et pas ou peu de vasopresseurs. S'il y a les critères, on fait l'épreuve de ventilation spontanée, aide 8, PEP 0, on ne touche pas la FiO2, 1 heure. Nous, c'est les infirmières qui font ça toutes seules, en autonomie. On sort du staff à 9 heures, on a les résultats de l'épreuve de ventilation spontanée, on sait si le patient peut être extubé ou pas. Les critères de sevrage, ils sont simples, ils sont cliniques, pas besoin de faire de gazométrie artérielle. Je n'ai pas eu le temps d'en parler pour des raisons de temps, mais il semble intéressant de, même si le patient a réussi l'épreuve de ventilation spontanée, de reconnecter le patient au ventilateur pendant 1 heure. Il a été montré que quand le patient finit son épreuve de ventilation spontanée, le fait de l'extuber directement est associé à une augmentation du risque de réintubation par rapport à si on le reconnecte au ventilateur. En tout cas, on le reconnecte au ventilateur pendant 1 heure, on évalue son extubabilité, il est réveillé, ok, il tousse, ah il tousse pas, ouais mais il a des sécrétions. Le patient qui tousse pas, qui n'a pas de sécrétion, moi ça me pose aucun problème. Il n'y a pas de sécrétion. Donc l'atout n'est pas un critère obligatoire pour extuber le patient. Et après, on extube le patient et on prévient la réintubation. Donc c'est bien de la prévention, ce n'est pas du traitement, c'est de la prévention de la réintubation avec de l'oxygénothérapie à haut débit chez les patients à faible risque. S'il y a moins de 65 ans, pas d'antécédent cardiaque et pas d'antécédent respiratoire. Pour les autres, ventilation non invasive, 48 heures, en faisant au minimum 12 heures par jour, en alternance avec l'oxygénothérapie à haut débit. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je suis à votre disposition. Merci, timing parfait, c'est super. On a 2-3 minutes pour des questions éventuellement dans la salle. Alors si personne n'en a, moi j'en ai une par rapport au protocole infirmier. Je voulais savoir si combien de temps il a fallu pour que ce protocole soit mis en place pour que l'infirmière soit légitime de pouvoir donner son avis sur l'extubation. Et puis aussi, au bout de combien d'épreuves de sevrage vous extubez les jours? Est-ce que dès la première épreuve de sevrage réussie, vous extubez dès le premier jour? Ouais, alors je vais commencer par le deuxième point. Oui, c'est une épreuve de sevrage réussie, on extube. Pas besoin d'avoir plusieurs épreuves de sevrage. On fait une épreuve, on extube le patient. Combien de temps ça a pris? Alors, à l'époque où ce protocole a été mis, cette procédure de service a été mise en place, on avait des équipes qui étaient relativement stables. Donc c'était avant le Covid. Donc ça a pris peut-être 6 mois. 6 mois pour que, voilà, il y a eu un groupe de travail qui a été fait, on a discuté qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas. Voire même avant, c'était donc avant 2018, c'était des épreuves de sevrage en pièce santé. Donc l'infirmière déconnectait le patient du ventilateur, toute seule, hop, après on reconnectait le patient. Et puis après, donc on a dû remettre à jour, au vu des données de la littérature, l'infirmière baisse l'aide inspiratoire, baisse la PEP, touche pas la FiO2. Et elles se sont appropriées le truc vachement facilement, parce qu'en fait, il n'y a quasiment rien à faire. On enlève souvent, les patients ont des petits niveaux d'aide inspiratoire, parce que j'ai beau vous donner des leçons, mais on sédate trop les patients chez nous. Donc les patients, très souvent, ils sont réveillés, enfin en tout cas, ils sont guéris depuis longtemps, mais pas réveillés. Donc quand ils sont réveillés, au moment où ils sont réveillés, c'est au moment où ils ont une bonne fonction diaphragmatique et en fait ils n'ont pas besoin de beaucoup d'assistance respiratoire. Donc en fait c'est juste baisser la PEP, 0, et elle surveille. Et voilà, donc ça a été très vite adopté. Les nouvelles infirmières, donc à chaque fois, en raison du turnover élevé qu'on a eu ces dernières années, il faut s'y remettre, il faut réexpliquer, refaire des formations. Mais en fait, elles se l'approprient vachement facilement parce que c'est vachement gratifiant, je trouve, de dire, voilà, le patient, je m'en suis occupé, depuis plusieurs jours, on n'était pas bien, maintenant, c'est moi qui vais faire l'épreuve de sevrage parce qu'il y a les critères. On s'est tous mis d'accord entre docteurs pour dire, voilà, ça c'est les critères. On avait proposé d'autres trucs, ça n'a pas été retenu. On est resté sur les trucs les plus simples possibles pour que ça puisse être utilisé. Et c'est juste des paramètres physiologiques tout couillons, quoi. Merci. Je vous en prie. D'autres questions? Il y a une question là-bas, en haut.
Bonjour, moi je suis kiné et parfois les médecins nous demandent notre avis pour avoir une extubation où ils hésitent avec les critères, le testing musculaire. Est-ce qu'il a au moins 3 sur 5 au niveau motricité, l'atout? Bah oui, c'est logique, des fois s'il n'est pas encombré, on ne va pas chercher. La déglutition, même s'il a la sonde d'intubation, est-ce qu'il est capable d'initier au moins une déglutition? Et puis au niveau diaphragmatique, au niveau abdos, s'il recrute. Des fois, ils demandent les critères, alors je veux savoir si vous le faites aussi. Alors, à l'époque, on a mis cette procédure de service en place, on n'avait pas de kiné dédié. Depuis 4 ans qu'on a un kiné dans le service qui fait que de l'AREA, c'est un bonheur. Et on lui demande son avis, mais en fait, on lui demande son avis et il nous dit jamais on l'extube pas. Il nous dit oh, je vais le voir un petit peu avant, je le vois après, puis je le reverrai cet après-midi. Donc on lui demande de l'évaluer pour savoir s'il aura besoin de revenir juste après, 1 heure, 2 heures, plusieurs heures après. Le problème du testing musculaire, c'est qu'il n'y a pas de... La corrélation entre la force musculaire périphérique et la force diaphragmatique, c'est pas terrible. Donc c'est pas parce qu'un patient a une grosse neuromyopathie de réanimation qu'il peut plus bouger que son diaphragme ne fonctionne pas bien. Et l'inverse est vrai. Donc c'est ça qui est un peu problématique. La déglutition, honnêtement, c'est compliqué. Enfin, il y a beaucoup de patients qui ont le signe du foulard parce qu'ils ont la petite serviette, parce qu'ils bavent en permanence, on les extube et puis 4 heures après, ils boivent sans souci. La force de tout, c'est un critère qu'on regarde. On avait participé à une étude, mais c'est très très compliqué si on veut faire de la spirométrie des volumes. Nous, ce que fait notre kiné, c'est qu'il demande aux patients une toux volontaire et puis il gèle l'écran, il regarde le débit expiratoire maximal et il va regarder également le volume mobilisé. Et en fonction de ça, on se dit bon, il va falloir revenir le voir cet après-midi. Voilà. Mais le problème, c'est que dans le processus de sevrage, on a toujours une bonne raison pour ne pas extuber le patient. Et nous, on a un kiné qui est génialissime parce que lui, il est toujours partant. Il est toujours partant, on va le revoir, bon, on va lui faire 2-3 séances derrière, on va l'aspirer. Enfin, voilà. Donc, voilà, le kiné est capital pour nous, ça c'est clair, et je trouve que notre prise en charge a changé depuis qu'on a un kiné dans le service, en termes de mobilisation et de sevrage également, parce qu'on a son œil pour le sevrage de la ventilation également. Mais c'est très rare, voire jamais, qu'il nous dit « non, on ne peut pas extuber, il vaut mieux pas l'extuber ». J'ai répondu à votre question. Super.